Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de culture générale. Ben oui, elle est plus qu'utile en entreprise. Il n'y a pas que la finance et le management, on en parle dans quelques instants avec Éric Ledelay. On fera un point avec lui sur peut-être ces lacunes en culture générale de certains collaborateurs. Un jeune, une solution avec la société Alterteora, un capitaine d'industrie avec sa DG qui nous parlera de ses embauches et de ses ambitions. Ce sera dans un jeune une solution. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. L'occasion de dresser le bilan de cette année 2021, bilan chaotique, vague Covid, transformation des organisations. À quoi peut ressembler l'année 2022 ? On fera le point avec lui dans quelques instants. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, la première édition du concours hors circuit avec Emmanuel Ferry, le président d'Ogilvy. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son travail, bien dans sa culture générale. Tiens, ça c'est un sujet sensible. Culture générale renvoie aussi aux fautes d'orthographe, à la manière dont on écrit. On en parle avec Éric Ledelay. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes directeur académique et doyen de l'ISTEC, qui est une école de commerce, professeur de négociation, de gestion des conflits, de géopolitique et d'intelligence économique. Vous arrivez à dormir avec toutes ces casquettes ? On essaye. Vous essayez. Vous avez voulu nous parler de ce sujet. D'abord, je précise que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Les 7 négociations qui ont fait l'histoire de France, édition Fil Rouge avec Jean-Édouard Grézy, qui est souvent venu sur notre plateau. Et puis ce livre, alors pour ceux qui ont 40 ans, on va s'y retrouver, de Mike Giver à Game of Thrones, quand les séries TV nous enseignent le management. Vous avez eu un pied dans l'entreprise, oui, dans l'accompagnement, le coaching, la formation, puis êtes aujourd'hui enseignant. Commençons par l'entreprise. Pourquoi soudain l'entreprise se dit, tiens, il n'y a pas que le diplôme en finance et en management qui est utile, il faut aussi que mes collaborateurs ils aient de la culture générale. Pourquoi c'est utile ? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Ce qu'on constate d'abord, c'est que le Covid a été une sorte d'accélérateur pour mettre ou remettre de la culture générale dans l'entreprise, parce que pendant les confinements, les expos étaient fermés, les musées étaient fermés, les cinémas étaient fermés, et donc les salariés n'avaient plus accès à la culture, et donc il a fallu en remettre, et c'est à ce moment-là qu'on constate que ça a commencé à se développer. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que les entreprises se rendent compte qu'on est rentré dans une économie de la connaissance, et que forcément, si on veut contribuer à la société, ça rentre dans les missions de l'entreprise, notamment dans l'entreprise à mission, il faut produire de la connaissance, et la production de connaissances passe forcément par les collaborateurs et le fait de mettre sur le papier. Sauf que les faits sont terribles. C'est l'étude Voltaire avec Ipsos qui est sortie la fin octobre. 76% des managers sont confrontés quotidiennement aux lacunes de leurs équipes. Des lacunes, ça peut être quoi, pour donner quelques exemples ? Des fautes dans les mails C'est des fautes d'orthographe dans les mails, c'est des difficultés d'élocution, c'est des problèmes d'expression orale et écrite. Ça ressemble à ça. Et le souci, c'est que ça participe de cette culture générale au sens large. Ce n'est pas uniquement des connaissances en histoire, en sculpture, en peinture ou en art, mais c'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer, puisque la langue est vecteur de pensée, et que forcément il faut pouvoir exprimer clairement ce qu'on ressent, et c'est un souci qu'on constate aujourd'hui. Éric, il y a 2 sujets dans la culture générale. Ensuite on parlera à l'enseignant, celui qui donne des cours, qui découvre des étudiants avec des niveaux parfois moyens, mais il y a peut-être un malentendu sur la culture générale, parce qu'effectivement, il y a des grandes entreprises de cosmétiques qui proposent à leurs salariés des grandes conférences sur Léonard de Vinci, sur la culture, sur l'art contemporain. Là, on est dans la culture générale brute, mais là, on vient d'évoquer tout de suite les fautes d'orthographe, c'est-à-dire des basiques éducatifs. Alors effectivement, mais il faut réussir à former ou à reformer les collaborateurs sur le sujet, mais ce qu'on constate, c'est que pendant des siècles, on a formé l'honnête homme avec les humanités, et puis il y a à peu près une 15-20 ans, on est passé sur une approche par compétence, et l'approche par compétence a pris le pas sur tout le reste, et finalement renvoyant le collaborateur à une certaine utilité sociale, il ne pouvait être utile qu'à partir du moment où il avait telle ou telle compétence et qu'on l'aidait à développer ses compétences. Et on se foutait d'ailleurs de savoir s'il avait de la culture générale, c'était pas l'objet. Complètement, mais on se rend compte aujourd'hui que finalement les problèmes sont extrêmement complexes, qu'il n'y a plus de solution univoque pour chaque problème, et que pour ça on a besoin d'un bagage intellectuel
intellectuelle qu'il faut remettre au goût du jour. Et c'est pour ça qu'on essaye de militer, ou que moi-même je donne des conférences sur l'histoire dans un certain nombre de grandes entreprises pour aider finalement les collaborateurs à retrouver ce bagage culturel que pour la plupart ils ont peut-être perdu depuis au moins le lycée. Il y en a certains qui n'ont pas fait d'histoire depuis le lycée. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces dirigeants, ces managers, ceux que vous avez dans la salle? J'imagine qu'à la fin ils viennent vous voir et qui vous disent ça me fait un bien fou de sortir de mes tableaux de chiffres. C'est ça qu'ils vous disent? Complètement. C'est une bouffée d'oxygène pour eux de pouvoir réfléchir à autre chose, de pouvoir élargir le sujet. Et puis, ça a un aspect très concret aussi dans leur quotidien. C'est Churchill qui disait que si on veut voir loin dans le futur, il faut savoir regarder loin dans le passé. Et donc, le fait de s'intéresser à l'histoire leur donne des solutions très concrètes pour les problématiques quotidiennes. D'où les 7 négociations avec Jean-Édouard Grézy. Exactement. Pour essayer de s'appuyer sur des négociations historiques. C'est vraiment un livre qu'il ne faut pas manquer, qui est un livre passionnant. D'ailleurs, vous évoquiez Michel Rocard avec les fameux accords de Matignon-Oudinot qui sont d'une criante actualité. Qui sont dans l'actualité, puisque les Français, les Calédoniens ont voté pour le maintien de la Calédonie dans la France. Mais ce n'est pas le sujet, vous êtes aussi enseignant. Il y a un sujet quand même, j'ai été enseignant aussi, et j'ai été un peu surpris. Alors, est-ce que c'est une guerre de génération? Est-ce que c'est un regard biaisé? Surpris par le niveau de mes étudiants. Est-ce que vous êtes vous aussi surpris du niveau de vos étudiants? Alors oui, je suis surpris du niveau des étudiants, surtout que je vous l'ai dit, j'étais enseignant-chercheur et puis je suis passé dans le privé, et puis je suis revenu récemment à l'enseignement, et c'est pour ça que je suis doyen de la faculté. Alors doyen de la faculté, ça veut dire que c'est grosso modo celui qui dirige le corps professoral. Un peu d'administratif, quoi. Il y a un peu de ça, mais dans une belle et grande école de commerce à l'ISTEC. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que cette approche par compétences, elle commence très tôt. Et en fait, on a deux pieds qui sont d'un côté l'approche par compétences qu'on délivre dans les écoles de commerce avec du marketing, de la finance, etc. Il y a un deuxième pied qui est la professionnalisation, le fait de pouvoir permettre via l'alternance, et on a vu les développements qu'a eu l'alternance ces dernières années, mais de pouvoir faire rentrer le jeune, l'étudiant dans l'entreprise le plus tôt possible. Et puis il manque un troisième pied qui est la culture générale, qui est ce bagage culturel, qui est des codes que si on veut que nos étudiants aient une belle et longue carrière, ils doivent posséder, parce que les dirigeants d'aujourd'hui ont ces codes culturels, et donc pour pouvoir parler le même langage, il faut les posséder, il faut les avoir. Alors moi je veux pas scier la branche sur laquelle vous êtes assise, mais est-ce que c'est pas trop tard? Enfin je sais pas, on a tous des enfants, j'en ai, ils ont le nez devant le téléphone, ils suivent TikTok, Instagram, Snapchat, enfin j'en passe et des meilleurs. Ils ouvrent peu de livres, ils sont une petite minorité à vraiment aller acheter des livres en librairie. Est-ce qu'on n'a pas changé d'air? Est-ce qu'on n'est finalement pas la vieille génération, finalement, exigeant des choses qui n'existent plus en vrai? On a peut-être changé d'air. En attendant, il y a quand même des fondamentaux qui restent. Le fait de raconter des histoires, moi je le vois avec mes enfants, c'est mon côté historien, mais le fait de leur raconter des histoires, ça marche toujours, qu'on soit sur TikTok, sur Instagram. Regardez les influenceurs qui ont le plus de followers aujourd'hui racontent des histoires. Il y a d'ailleurs, que ce soit Instagram, Snapchat et autres, sont passés sur des stories. On est en permanence en train de raconter des histoires. Et ce bagage culturel, c'est peut-être un moyen de l'acquérir en racontant des histoires aux gens. Alors, pas forcément des vidéos de chats, mais plutôt de revenir sur les grandes figures du passé, ou les grands peintres, ou les grands sculpteurs, peu importe, mais à partir de permettre d'élargir les horizons. Mais vous, l'enseignant qui récupérez ces étudiants en école de commerce, donc qui ont quand même 12 ans d'école derrière eux, peut-être plus d'ailleurs, c'est pas trop tard? Comment on fait pour rectifier le tir, comme on dit? Parce que là, vous avez des étudiants qui vous disent, tiens, je vais vous montrer une photo, vous me citiez le général de Gaulle, vous avez des étudiants qui regardent et qui disent, ça me dit quelque chose, mais je vois pas trop. Enfin, c'est incroyable. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut remettre des humanités, et il faut rétablir, enfin, je veux dire, pendant 1500 ans ou 2500 ans, l'humanité a fonctionné en se référant aux grands anciens et en essayant d'acquérir les bases de la culture classique. C'est ce qu'on essaye de remettre, justement, ou c'est ce qu'on essaye d'impulser, et il y a d'autres écoles de commerce qui le font, mais à l'ISTEC, on y est particulièrement sensible, de remettre d'abord des cours de grammaire, d'orthographe en première année, histoire d'avoir les bases que vous évoquiez tout à l'heure. C'est les profs de français, ça, qui gèrent ça. Exactement, et puis derrière, de les ouvrir sur le monde avec un bagage culturel qui leur sera nécessaire derrière dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vous qui prenez en charge cette fonction de les éveiller à la culture générale, ou vous avez des professeurs spécialisés dans l'histoire de l'art? Alors, on a des professeurs spécialisés. On est en train on a recruté un enseignant sur l'histoire de la pensée économique, par exemple. Parce qu'on en a besoin, et que l'approche par compétence c'est bien, mais il faut élargir aujourd'hui le spectre, et ça suffit plus.
Quel conseil vous donneriez aux entreprises? Parce que je leur dis, vous venez de l'entreprise, hein, le retour à l'enseignement est très frais. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les entreprises? Alors, les grandes, ils réfléchissent, elles ont des structures. Mais les entreprises de taille moyenne, comment elles font? Elles sont confrontées aussi à ces problèmes. Il faut avoir, en termes de politique RH, il faut inciter les salariés à produire de la connaissance. Et pour ça, il faut les aider. C'est compliqué d'écrire, c'est dur d'écrire. Vous le savez, vous avez publié plusieurs ouvrages, mais il faut encourager les salariés à produire. En fait, quand on publie un post sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social, si on lit le post, si celui qui lit le post n'apprend rien, finalement, on lui a volé du temps. Et ce qu'il faut, c'est arrêter de voler du temps aux gens et leur permettre d'apprendre quelque chose. Donc il faut produire de la connaissance et la mettre sur le papier. Ça c'est, je dirais, l'aspect académique. Est-ce que ce n'est pas la vidéo qui est en train de prendre l'image, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui peut faire des fautes d'orthographe à l'écrit produise des vidéos et qu'il fasse finalement, qu'il devienne l'ambassadeur de son entreprise et qu'il cartonne. Enfin, je veux dire, après tout, lui, il dit, je fais des fautes, mais regardez, je parle de mon entreprise quand même. Alors, peu importe le média qu'on choisit finalement, mais effectivement, c'est vraiment cet aspect de production de connaissances. Et d'ailleurs, il y a certains cabinets qui sont plutôt à la pointe. Je pense à des cabinets, alors il y a certains cabinets qui se définissent même plus comme cabinets de chasse de tête, et je pense au cabinet Lincoln notamment. Ils accompagnent les talents tout au long de leur vie, et dans le cadre de cet accompagnement, forcément, il y a le développement global des connaissances et des compétences des collaborateurs, y compris sur le fait de savoir écrire. Donc il est plus que jamais utile d'armer, parce que c'est vraiment d'armer ses collaborateurs en connaissances historiques, politiques. C'est quoi la culture générale dans votre définition? C'est quoi quelqu'un qui a de la culture générale? C'est tellement vaste. Eh oui. C'est tellement vaste, mais c'est être capable de discuter avec tout le monde et d'avoir les codes des différents milieux. J'ai le souvenir, si je peux me permettre de vous raconter une petite anecdote. Racontez-moi une histoire. J'étais en contact avec quelqu'un qui venait de rentrer au Comex, et au Comex, il va à une réunion avec son grand patron, et ils sont 2 heures dans la voiture tous les deux, et donc c'est une chance immense de pouvoir échanger. Et le grand patron lui dit, mais alors qu'est-ce que t'en penses? J'ai pensé que le séminaire de fin d'année, cette année, on pourrait le faire à Bayreuth. Et là, le problème, c'est que le collaborateur, il ne sait pas où est Bayreuth, et il ne sait pas que c'est la ville de Wagner, et donc il découvre que son patron... C'est pas Beyrouth. Non, c'est pas Beyrouth, c'est Bayreuth. Et d'un seul coup, il se retrouve, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire, et donc le problème, il est là. C'est qu'il ne s'agit pas d'aimer ou pas Wagner, il s'agit juste d'avoir ce vernis qui va permettre de communiquer, d'avoir les mêmes codes que son interlocuteur. Ça se termine comment, cette histoire en voiture? Il a ouvert la porte, il l'a déposé sur le bas-côté? Non, il a jonglé, etc. Mais si on avait pu lui éviter ce moment de malaise, ça aurait été intéressant. Donc la culture générale est essentielle, et on l'acquiert aussi en lisant, en ouvrant des livres, en se documentant, des livres qui sont parfois des livres professionnels, parce que j'ai vu que ces livres cartonnaient. C'est aussi l'occasion d'accéder à une forme de culture générale. Exactement. C'est un biais aussi d'accès au savoir, et puis aux romans et aux documentaires. Mais vous allez jusque-là dans le champ de... Peu importe le média, mais je vous dis, il y a peut-être 2 mots d'ordre. C'est cultivez-vous, peu importe le média que vous choisissez, que ce soit d'ouvrir des livres, que ce soit de regarder des émissions, des documentaires, etc. Et puis produisez de la connaissance. Contribuez à la vie de la cité en produisant de la connaissance. Donc écrivez. Écrivez ou faites des vidéos, ou peu importe, mais produisez de la connaissance. Écrivez et relisez. Écrivez et relisez. Et relisez, parce que c'est vrai que c'est rédhibitoire. 2 fautes d'orthographe dans un texte magnifique. Ça ne passe pas. Ça vous fait tomber le texte. Merci Éric Ledelay d'être venu sur notre plateau. Vous êtes directeur académique et doyen de l'ISTEC, qui est une école de commerce, mais on l'a entendu, qui propose des formations aux premières années, en orthographe, en grammaire, pour reprendre les bases. Même sur le cursus de 5 ans, on propose au fil de l'eau. Exactement. Voilà, pour avoir une approche beaucoup plus large. Des cadres et managers bien formés sur tous les plans, et professeurs de négociation, de gestion des conflits, géopolitique et intelligence économique. À ne pas manquer les 7 négociations qui ont fait l'histoire de France avec Jean-Édouard Grézy, et puis ce livre de Mike Giver, ça me rappelle mon enfance, à Game of Thrones, quand les séries TV nous enseignent le management. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, c'est Un jeune, une solution. Vous savez, chaque semaine, une entreprise vient nous parler de son engagement en matière d'emploi des jeunes, et nous accueillons l'entreprise Alteora Composite. Voilà, j'ai réussi à le dire parfaitement, on l'accueille. Un jeune, une solution, en partenariat avec les entreprises qui ont décidé de s'engager pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous accueillons Bénédicte Durand. Elle est avec nous. Voilà. Bonjour Bénédicte, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice générale d'Alteora Composite. C'est pas facile à dire, hein, Alteora, mais je vais réussir. Je pense qu'au fil de l'émission, je vais réussir à le dire convenablement. En quelques mots,
vous êtes un leader européen. Ce sont des métiers, vous faites des métiers formidables dont la marque n'est pas connue. Alors oui, alors déjà, bon, le nom aujourd'hui, c'est Alteora, puisque au sein d'Alteora, en fait, on a différentes filiales d'activités d'exploitation, dans laquelle notamment on va trouver Messelec Composite pour le coup. Et Messelec est une marque plutôt connue, mais nous on a profité de la crise au sens grec du terme, pour faire le lien avec votre invité précédent, pour insuffler du changement chez nous et faire évoluer notre nom. Et pour vous aider, Alteora, ça vient de en fait Altea qui est une déesse grecque, et de Altea qui est la mauve en botanique et lieu de notre siège social, et Aura pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et une fois qu'on sait ça, on le prononce avec beaucoup plus de fluidité. Bah oui, Alteora, composite, bah voilà, regardez, c'est fluide. Et en plus, vous insufflez de la culture générale pour faire le lien avec la séquence précédente. Quelques mots sur votre entreprise, parce qu'effectivement, Messelec est connue. Elle a plusieurs sites industriels, me semble-t-il. Messelec, qu'est-ce que vous faites exactement ? Exactement. Donc nous, on est des industriels. On conçoit et on transforme des pièces à base de matériaux composites et de polymères. Donc des pièces qui vont servir, alors je prends des exemples assez emblématiques, hein, les toits des colonnes Maurice de la ville de Paris, ça sort de nos usines, parce que c'est vraiment un travail collectif. Actuellement aussi, on fait des toits pour des camping-cars, par exemple pour une marque assez connue. Et on fabrique aussi des coffrets pour tout ce qui va être électricité, gaz, télécom, etc. On fabrique par an 10 millions de pièces, avec un peu plus de 200 collaborateurs sur 4 sites répartis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques mots sur la difficulté que vous avez, j'imagine, puisqu'on a beaucoup d'industriels qui viennent sur notre plateau, qui nous disent on a un mal fou à recruter des gens compétents, ayant les bonnes compétences. Est-ce que vous êtes confronté à ce problème ? Et j'imagine c'est sûrement la raison pour laquelle vous êtes ou vous allez vous tourner vers un jeune, une solution. Alors tout à fait. Alors moi j'ai rejoint un jeune, une solution pour le coup, parmi les pionniers, parce que ça fait déjà, on était vraiment là à l'origine d'un jeune, une solution. On est ambassadeur pour le territoire ardéchois où je me situe. Voilà, évidemment, aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement. On en avait un peu moins avant la crise. Maintenant, c'est assez exacerbé, avec différentes raisons à ça, mais c'est vrai qu'on est sur des croissances qui sont importantes. Et du coup, l'attractivité est vraiment un enjeu important. Et puis, bon, on est sur un double phénomène, hein. L'industrie, il y a quand même eu un grand désamour de l'industrie toutes ces dernières années. Donc, on est confronté aussi à un problème générationnel. Et c'est pour ça qu'un jeune, une solution, moi, ça m'a tout de suite parlé, et on s'est mis dans la roue là-dessus très vite. Parce qu'en fait, on a aussi la notion de devoir passer le relais, en fait, entre une génération qui va partir à la retraite et puis des jeunes qu'il faut accompagner, parce que les métiers industriels, il y a une part qui s'apprend à l'école. Ah oui. Et puis il y a surtout beaucoup de pragmatisme et beaucoup de choses assez empiriques, où on accompagne aussi les collaborateurs, tant par la transmission de savoir que par l'expérience. Quelques mots et même plusieurs sur vos recherches, parce que vous êtes évidemment en recrutement. Combien de personnes à recruter ? Quels sont les secteurs d'activité ou les postes que vous recherchez ? Donc nous, aujourd'hui, on a une vingtaine de postes ouverts, donc vous voyez, c'est quasiment 10% de nos effectifs, donc c'est très important, puisqu'on est aussi au-delà de ça en forte croissance, avec un plan de développement ambitieux, parce que on a une cible à 2026 de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc pour ça, évidemment qu'on a besoin de talents et de compétences. Donc on recherche des chefs d'équipe, des coordinateurs, des opérateurs, des roboticiens, des chefs de projet. Globalement, enfin voilà, pas mal de métiers qui sont concernés en fait par ces recrutements. Vous en êtes où là sur ces 20 ? Parce que vous en avez 20, vous allez vous appuyer sur la plateforme, donc vous êtes une des pionnières. Comment ça se passe ? Quels sont les retours que vous avez ? Parce que vous l'avez dit très bien, il y a des salariés très compétents qui partent à la retraite, et il faut pouvoir faire monter, je dirais, en compétences ceux qui arrivent. C'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Après, nous, on a des campagnes qui sont assez massives en fait sur les alternants, puisqu'on a cette année, par exemple, 14 alternants qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est vrai que ça a été remis en valeur et remis sur le devant de la scène grâce au plan Un jeune, une solution, et les entreprises s'engagent. Voilà, donc ça, il faut vraiment qu'on continue. On a recruté également 9 collaborateurs dans les jeunes. Donc voilà, il y a une limite d'âge, Un jeune, une solution, donc voilà, dans la bonne limite d'âge. Donc voilà, c'est continuer à recruter, et puis être en capacité aussi en fait d'accompagner ces collaborateurs qui potentiellement ont moins d'expérience, mais que l'entreprise, pour moi, a pour devoir aussi d'accompagner, de continuer à former et du coup d'intégrer en fait dans nos équipes.
Ils vous apportent quoi ces alternants? C'est quoi? C'est plus fluide? Ça permet de pouvoir mieux les former? C'est différent de ce que vous aviez connu auparavant dans des formations, je dirais, plus classiques d'enseignement technique? C'est cette notion de relais, en fait, dont je parlais tout à l'heure. Moi, ce partage, en fait, entre les générations que je trouve absolument magique. Et puis, ils apportent de la fraîcheur, ils apportent de la jeunesse, évidemment. Et puis, si je reprends aussi par rapport à votre invité précédent, en fait, c'est tout ce lien avec ces nouveaux médias. Il y a quelques années, jamais on aurait imaginé passer des consignes de prod sur une tablette ou sur un écran. On était dans une culture latine, enfin, puis une culture vraiment où l'écrit est extrêmement important. Alors, Bummel, en plus, des fautes d'orthographe, mais évidemment, aujourd'hui, on se tourne vers des nouvelles solutions et c'est aussi la crise qui est un accélérateur là-dessus. Mais c'est vrai que ces jeunes-là, en fait, nous challenge et voilà, nous, chez Alteora, on adore ça. Et chez Alteora, un jeune, une solution, pour vous, ça a été la solution de fluidité? Parce qu'en termes de recrutement, l'intérêt aussi des plateformes, et notamment d'un jeune, une solution, c'est que vous pouvez recruter beaucoup plus largement qu'auparavant, que sur des bassins de recrutement finalement assez réduits. Oui, et puis vraiment, à l'origine, en fait, c'est d'avoir d'autres biais de recrutement, d'avoir des biais, en fait, auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, c'est ça, c'est-à-dire quelque part, l'offre est plus importante que ce qu'on avait précédemment, et puis ça permet d'avoir un canal unique, en fait, où on peut disposer de talents et voilà, où on se retrouve, en fait. 20 recrutements, nous sommes d'accord, Bénédicte Durand, si je ne dis pas de bêtises, dans presque tous les métiers, des coordinateurs, des opérateurs, des pilotes industrialisation, des maintenances robotiques. Est-ce que je me trompe dans les intitulés? Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Bon, je crois que nous avons perdu Bénédicte Durand qui nous parlait du siège d'Alteora. Vous avez été exhaustif. J'ai été exhaustif. Exhaustif à ce jour. Bon, j'ai pas dit de bêtises. J'ai vu que vous recherchiez sur la liste les postes que je citais. Donc 20 postes ouverts. Allez donc dans la rubrique recrutement Alteora Composite. Vous aurez compris ce que voulait dire Alteora, et qui fait référence évidemment à cette déesse. À l'origine, c'était Messelec, qui fait des produits composites. Merci Bénédicte Durand de nous avoir rendu visite. J'espère que vos recrutements vont bien se passer. Les 20 sont ouverts toujours, avant de nous quitter, c'est sûr, il y a déjà des recrutements. Les 20 sont ouverts. Les 20 recrutements sont ouverts. Les 20 sont ouverts. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le Cercle RH, qui est un grand entretien aujourd'hui avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. C'est l'occasion de faire un bilan de l'année 2021 et puis commencer à se projeter sur cette année 2022. On est dans une 5e vague et on nous parle déjà d'une 6e vague pour janvier. Comment les entreprises, comment les RH vont-ils s'organiser? On en parle avec lui juste après cette pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous revoir. Ben moi aussi. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH, vice-président délégué pour être précis, et vous êtes DRH de L'Oréal France. Commençons par le début, parce que ensemble on va faire le bilan de l'année 2021, parce que ça a quand même été une année très chaotique et complexe. On est dans la 5e vague. Oui. Nouvelle vaccination, et le patron de la PHP, Martin Hirsch, dit aujourd'hui, ce matin même, on va entrer dans une 6e vague en janvier. Est-ce qu'il y a chez les DRH comme ça une forme de stress permanent? C'est-à-dire que depuis un an, les DRH n'ont jamais été autant en première ligne, en se demandant comment l'avenir va être fait. Et là, c'est très angoissant, parce que tous les mois, on change de variant. Oui, alors, paradoxalement, en fait, ça fait presque 2 ans maintenant qu'on est sur le pont, ça va faire 2 ans au mois de mars, quoi. Donc on a déclenché une forme de compétence ou une forme d'habitude à gérer la situation. C'est vrai qu'on se serait passé de la 5e. J'ai entendu ce matin, effectivement, Martin Hirsch parler de la 6e avec le variant Omicron, qui est assez crédible, puisqu'en fait, on a noté que la Grande-Bretagne est soumise au variant Omicron et on a historiquement à peu près 3 semaines de retard sur la Grande-Bretagne. C'est ça. De toute façon, on va se le prendre aussi. Donc c'est vrai que pour les DRH, c'est pas tellement la gestion d'une nouvelle vague qui constitue un vrai problème. La vraie difficulté, c'est qu'on reste encore dans une entreprise ou une organisation ou un fonctionnement du corps social très instable, en fait.
Et donc, on espérait en juillet, quand le gouvernement nous a redonné les clés d'organisation de la maison, On va y venir. qu'on allait pouvoir enfin reconstruire un peu le projet commun, l'entreprise, tout ce qui va avec. Et puis, patatras, on prend une 5e vague qui, pour le moment, en fait, n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise, et Très tant peu. mieux. Donc, mais n'empêche que pour les salariés comme pour les DRH, c'est encore une situation d'entre-deux. Et cette situation d'entre-deux, on la vit depuis presque 24 mois maintenant. L'année 2021, c'est aussi l'année de l'hybride. On va y revenir parce que on ne reviendra plus comme avant. C'est ce que vous dites. Vous dites globalement, on est entré dans l'ère de l'hybridation. On ne reviendra pas en arrière. Je crois pas. Je pense que justement le télétravail, il est presque derrière nous en fait aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est l'hybride. Vous donnez un exemple dans l'entreprise dans laquelle je suis. En quelques semaines, plus de 80% des salariés éligibles au télétravail avaient signé l'avenant de télétravail. Ça veut dire que ça devient la norme en fait. Donc, 2 jours, 3 jours. Nous, c'est 2 jours, c'est jusqu'à 2 jours. Et le mot jusqu'à 2 jours est important, parce que ils peuvent prendre 0 aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier aussi, on a un peu entendu ça depuis quelques mois, une forme d'injonction au télétravail, comme si ça devenait obligatoire. Non, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc on est plutôt dans un modèle hybride. Alors il faut en fixer les règles. C'est vrai que je pense que cette année 2021, en fait, pour les DRH et pour les entreprises en général, c'est peut-être l'année 0 de la grande transformation du travail. Alors justement, le télétravail, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, était notre invitée la semaine dernière. Vous l'avez entendu, Jean Castex a dit attention, il faut que les entreprises jouent le jeu, parce que si elles ne jouent pas le jeu, évidemment, nous repartirons sur des mesures un peu plus radicales. Écoutez justement ce que disait la ministre sur notre plateau, elle était notre invitée, et je vous fais réagir juste après, Benoît Serre. La stratégie, c'est d'abord de privilégier le dialogue social en entreprise. Vous savez, il y a 10 jours, moi j'ai appelé les entreprises, les salariés à se remobiliser pour respecter les gestes barrières, pour accélérer sur le télétravail. Et ce que je constate, c'est que ça a marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis. Et quand ça peut se faire dans le dialogue social, ça permet de tenir compte des situations de salariés qui peuvent avoir mal vécu la période de télétravail intense au printemps. Ça permet aussi de tenir compte du fait que dans une équipe, il y a un moment, on peut avoir besoin de boucler un projet et on a besoin d'être là, pendant que dans une autre équipe, au contraire, on a plus de marge et on peut être davantage en télétravail. De la souplesse, du pragmatisme. Fondamentalement, je suis convaincu que ça se passe bien si on peut le faire dans le dialogue social, dans chaque entreprise. Évidemment, si on ne va pas assez vite, si ça ne porte pas ses effets... Les inspecteurs du travail sont mobilisés. À un moment, on devra effectivement passer à une obligation. C'est clairement pas ce que je souhaite. Elle ne le souhaite pas, mais Jean Castex, derrière, a dit attention, on va augmenter quand même les contrôles, et puis si ça se passe mal, on vous le réimpose. Vous dites à la NDRH, attendez, laissez les entreprises s'organiser, tout va bien. En fait, on le dit depuis le début. C'est-à-dire qu'on dit, à chaque fois que les solutions sont trouvées au plus près du terrain dans l'entreprise, elles sont meilleures que quand c'est des solutions qui viennent d'en haut. Alors bon, c'est sûr que sur les vagues précédentes où on avait eu le télétravail de principe, bon voilà, c'est des règles sanitaires qu'on ne maîtrise pas. Mais moi je trouve très bien, et on l'a dit d'ailleurs, que cette nouvelle vague, elle soit gérée comme ça par le gouvernement. C'est-à-dire en partant du principe de confiance vis-à-vis des entreprises. Et il semblerait que ça marche. Alors après, il y a une autre raison un peu plus mathématique, c'est que avant la crise Covid, vous aviez à peu près 3% des salariés qui étaient en télétravail régulier. Aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 20. Ça veut dire que votre gain sanitaire, si vous le rendriez obligatoire, ne serait pas si important que ça. Alors peut-être dans les transports, mais il ne serait pas si important que ça. Je ne crois pas qu'il y aura une mesure de télétravail de principe. Il peut y avoir des mesures régionalisées. Ça, c'est possible. On verra. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles dans ce sens-là. Le Premier ministre nous a dit débrouillez-vous pour faire un peu plus de télétravail et on n'aura pas à régler. Si ça ne marche pas bien, alors on régulera. Pour le moment, ce n'est pas ce qui est prévu. On a un conseil de défense sanitaire aujourd'hui ou demain, je crois. Donc on va voir. Un mot sur le pass sanitaire obligatoire en entreprise. Ça, c'est un sujet qui avait été mis sur la table, assez rapidement retiré d'ailleurs. C'est vrai qu'on impose aux restaurateurs, aux discothèques de fermer, aux restaurateurs de contrôler les passes, dans les lieux sportifs aussi, et pas dans l'entreprise. Oui, c'est assez étrange. Je reconnais que c'est un débat et c'est une question qu'on peut avoir. Par exemple, dans des entreprises relativement nombreuses, il y a des restaurants d'entreprise qui accueillent par jour plus de monde que n'importe quel restaurant. Bien sûr. Paris. Donc le pass sanitaire qui est imposé dans les restaurants, ça pourrait être logique. Je pense que comment vous expliquez je pense que l'une des raisons, c'était d'éviter d'importer dans l'entreprise une espèce de fracture entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont le pass, ceux qui doivent se faire... Créant des conflits dans l'entreprise. Voilà. Je pense que c'est assez bien vu sur un plan managérial. Sur un plan sanitaire, je ne sais pas, mais c'est sûr que
Le risque qu'on pourrait avoir, c'est que demain, des salariés à qui on maintient de tenir le masque, gestes barrières, viennent un petit peu dire, attendez, c'est quand même pour ceux qui n'ont pas le pass sanitaire qu'on est obligé de faire tout ça. Après, dans la réalité des entreprises, si vous regardez le nombre de personnes vaccinées en France, en entreprise, ça veut dire que vous avez au moins le même nombre. Donc c'est vrai que c'est un problème assez secondaire, mais je ne suis pas certain du coup que le pass sanitaire qu'on imposerait à tout le monde réglerait le problème. Mais c'est en tout cas une mesure de prudence pour éviter des fractures internes dans l'entreprise. Donc vous n'y êtes pas défavorable à cette idée. Si le gouvernement avait dit pass sanitaire obligatoire en entreprise, vous auriez dit pourquoi pas ? Bon, on aurait appliqué, effectivement, ça aurait sans doute compliqué un peu les choses. On aurait appliqué, parce que en plus le gouvernement, maintenant vous savez qu'il faut un test de moins de 24 heures en fait, pour pouvoir le pass sanitaire. Donc c'est vrai que pour des gens qui ne l'ont pas, et pour le moment ils auraient tous les jours, il faut faire l'avoir. C'est tous les jours, donc c'est quand même des conditions un peu particulières. Et puis l'autre point, c'est qu'on n'aurait pas voulu que, parce que vous n'avez pas de pass sanitaire, alors je ne peux pas entrer dans l'entreprise, alors je me mets en télétravail plein temps, parce que là c'était pire que tout. Oui, il y a ce risque-là, puis il y avait l'enjeu de la rentrée qui était de dire on va compter le nombre de salariés dans les services publics à la personne qu'on va devoir licencier parce qu'ils sont... Voilà, on a bien vu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que si on mettait le pass sanitaire dans l'entreprise, alors est-ce que ce serait la même jurisprudence que pour les soignants ? On voit un peu le résultat aujourd'hui de la jurisprudence en question. Donc, bon, je pense que pour le moment, le gouvernement n'a pas fait ce choix-là. Ce que dit la ministre, et on partage ce point de vue-là, c'est de dire gestes barrières, vaccination... Et puis on arrivera plus ou moins à s'en sortir peut-être dans ces conditions-là, même si on sait aujourd'hui que la vaccination est insuffisante pour s'en sortir, semble-t-il. Ça me semble assez clair avec ce nouveau variant dont on dit, dont l'OMS, c'est l'OMS qui le dit que le vaccin finalement est assez peu efficace. Donc ça pose quand même quelques... Oui, alors le vaccin il est efficace sur les cas graves, je crois que c'est ça le sujet, mais Martin Hirsch ce matin était assez inquiétant quand même. Oui, la 6e vague nous attend et nous tend les bras. J'aimerais qu'on commente l'article. Vous écrivez, alors vous êtes bien sûr DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de la NDRH, puis vous écrivez régulièrement dans Entreprises et Carrières. L'article sur qualité de travail, qualité de vie, qualité de travail, je le trouve assez subtil, permettez-moi de vous le dire, parce que justement vous soulevez quelques éléments comme ça de frottement, de tension. Vous dites, en résumé, les entreprises ont fait un énorme effort en matière de QVT, pour que le salarié se sente bien dans son travail, dans son emploi, mais vous dites qu'il ne faut quand même pas perdre de vue en même temps que la raison pour laquelle il vient dans l'entreprise, ce n'est pas pour son bien-être, c'est d'abord pour le dire simplement, pour produire, créer de la valeur et de la richesse. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu En fait, moi j'ai écrit cet article parce que je me faisais la réflexion que avant la crise et avec la crise, les sujets de conditions de travail, de qualité de vie au travail, d'équilibre de vie privée professionnelle avaient pris de santé, avaient pris une importance considérable. Clairement. C'est très bien. Et je me disais, n'empêche que la source de motivation première d'un salarié, c'est qu'il comprenne pourquoi il est là. Le sens. Le sens de ce qu'il fait, qu'il ait une vision claire du fait qu'il est un élément indispensable de la création de chaîne de valeur de l'entreprise et qu'il ait les compétences pour exercer ce métier. Autrement dit, qu'il soit dans cette entreprise pour faire ce métier-là parce qu'il comprend pourquoi il a envie de le faire. Et que je ne voudrais pas que, en travaillant beaucoup sur la QVT, sur la RSE, qui sont autant de sujets très importants, on en oublie que la première motivation, le premier élément de reconnaissance et la première valeur, c'est quand même d'avoir un travail de qualité, c'est-à-dire de savoir pourquoi je suis là. Bah oui. J'ai les compétences pour le faire et j'ai les moyens pour l'exercer. Et en un mot, je travaille. Et je ne suis pas interchangeable, en fait. Parce que quand vous ne faites pas cet effort-là, le risque, c'est que vous avez un risque d'absentéisme de courte durée, parce que quand le salarié a le sentiment qu'après tout, il est interchangeable, il ne vient pas, il dit c'est pas très grave. Quand il ne sait pas très bien où est-ce qu'il est dans la... Alors que quand il a le sens... Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu, non pas réduire l'importance de la QVT, mais dire, ne croyons pas que c'est parce qu'on met des éléments de qualité de vie au travail autour du travail qu'on traite le sujet. Et la crise et les enquêtes qui sont menées en ce moment sur les nouvelles attentes par rapport au travail, le nouveau rapport au travail, le nouveau rapport salarié, il dit ça aussi. Il dit ça. Il dit, moi je veux faire un travail qui a du sens, je veux comprendre pourquoi je suis là. C'est un peu la fin de... Vous savez, c'est Coluche qui avait théorisé ça en disant les gens n'ont pas besoin de travailler, ils ont besoin d'argent. C'est peut-être la différence qui est en train de se passer. C'est-à-dire que... Ils veulent travailler. Ils veulent travailler, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment, pas n'importe où et pas pour faire n'importe quoi. C'est vrai, et même chez la nouvelle génération, on entend que finalement le salaire, c'est pas l'élément de négociation le plus important. Non, on voit que c'est en train de baisser en fait, ce sujet-là. Vous dites aussi quand même qu'on a donné à l'entreprise finalement une sorte de pouvoir beaucoup plus large qu'elle avait il y a une cinquantaine d'années, élargissant son pouvoir finalement à la gestion sociale, humaine de l'individu. Est-ce que c'est, pour le dire simplement, est-ce que c'est sa mission, est-ce que c'est l'avenir de l'entreprise que d'aller aussi loin, je dirais, dans la prise en charge de l'humain ?
Alors, en fait, je ne sais pas si on lui a donné du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'on lui a donné des responsabilités nouvelles, qui vont bien au-delà de sa fonction capitalistique de génératrice de profit, si vous voulez. D'une part, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de reconnaître l'entreprise. L'entreprise n'a pas qu'une fonction de production. Elle a une fonction de régulation de la société. On le voit d'ailleurs en ce moment. Vers qui on s'est tourné d'abord pour essayer d'accompagner le traitement de cette pandémie ? Vers l'entreprise, à qui on a appelé responsabilité, qui ont pris des engagements plus ou moins forts. Vers qui on se retourne pour l'entreprise pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique ou la dégradation de la planète ? Vers l'entreprise. Donc c'est reconnaître à l'entreprise qu'elle a un rôle qui va bien au-delà de sa fonction de production. Ce que les entrepreneurs sont prêts à prendre. Mais ils sont prêts à prendre si on leur reconnaît ce rôle. Autrement dit, que si ce n'est pas qu'un rôle qui consiste à se faire contrôler ou à se faire taper dessus quand on ne le respecte pas. Donc il faut donner un peu de temps. Puis après, il faut bien comprendre que tout ça, ça coûte relativement cher. Bien sûr. Et que par conséquent, ce rôle social de l'entreprise, il est fondamental. D'ailleurs, c'est la RSE, pour le dire. Enfin, voilà, l'équilibre économique, social, il n'est pas nouveau. Mais là, maintenant, il est profondément ancré dans le fonctionnement des entreprises. Mais surtout, il est profondément ancré dans l'attente des candidats, des jeunes générations, pour rejoindre l'entreprise. Donc, c'est ce que j'allais vous demander. Celle qui ne voudrait pas, en fait, elle n'a pas le choix. Elle ne recrute pas. Elle va avoir du mal ou à recruter ou à fidéliser, en tout cas. Ouais. On n'arrive pas à savoir, parce que finalement, il y a une désaffection de l'État. On le voit dans le livre de Stewart Shaw et de Frédéric Dabi, où les jeunes considèrent que c'est l'entreprise qui a plus d'importance et de poids, et l'État a rétrogradé. L'entreprise a beaucoup d'importance aux yeux des jeunes. Et on n'arrive pas à savoir si c'est l'entreprise ou les salariés qui finalement arrivent à aiguillonner l'entreprise pour lui dire « tu dois changer, parce que sinon, j'irai pas chez toi ». Eh bien, je pense que ça a changé. C'est-à-dire qu'avant, l'État, les pouvoirs publics, la pression sociale, la pression médiatique faisaient que l'entreprise se saisissait de sa responsabilité avec plus ou moins de sincérité, mais elle le faisait. Aujourd'hui, avec le retournement du marché du travail auquel on est confronté depuis la reprise, qui est bien plus forte que ce qu'on imaginait, c'est effectivement, on est passé d'un marché d'employeurs à un marché d'employés. C'est-à-dire que là, les gens, moi je le vois, les jeunes vous disent, non seulement je regarde effectivement combien vous allez me payer, ce que je vais faire, etc., mais aussi quels sont vos engagements. Ça, c'est presque pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'une fois qu'ils sont dans l'entreprise, ils continuent à vous évaluer sur ce critère-là. Donc, c'est là où le changement a eu lieu. Exactement. C'est que, moi, je crois, et c'est une formule assez juste d'ailleurs, que sur les différents combats sociétaux auxquels on est confronté, je pense que le monde de l'entreprise fait partie de la solution. D'abord parce qu'elle en a quelquefois les moyens. Deux, elle constitue quand même une unification du corps social à peu près cohérente. Et puis, la troisième raison, c'est que, d'une certaine manière, ça lui donne toute sa valeur d'existence dans la société. C'était un peu triste quelquefois de voir quelques entreprises réduites, on le voit d'ailleurs de temps en temps avec des modèles d'investissement malheureux, réduites au fait de produire de la richesse ou de la redistribuer entre des actionnaires. Donc je pense que ça fait partie, quand je vous disais qu'on était dans l'année zéro de la transformation du travail, je pense que c'est un des éléments de cette transformation. Et d'ailleurs, 2022, on nous dit que c'est une année capitale parce qu'il y a une élection présidentielle qui se joue, où finalement les éléments liés à l'emploi, au travail, ont été légèrement rétrogradés depuis quelques mois. Ils reviennent doucement, mais ils ont été rétrogradés, remplacés par des éléments identitaires et portés par un ou deux candidats qui les ont portés et mis sur le devant. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une déliquescence de notre modèle politique au profit d'entreprises qui, à leur manière, jouent aussi un rôle, je dirais, de politique avec un grand P? Vous avez raison, c'est peut-être un des aspects à regarder, puisque dès lors que maintenant on reconnaissait que l'entreprise est un acteur économique, maintenant on sait que c'est un acteur social, est-ce que demain on va en faire un acteur politique? Mais oui. Il y a eu le débat aux États-Unis sur Twitter qui coupait la chic à, mais bien sûr, à Trump. Trump. Bon, ça c'est une manière de faire de la politique. De levier politique dans l'entreprise. C'est un objet politique. C'est vrai que quand vous regardez les GAFA, vous pouvez vous poser la question quand même. Donc, en particulier, l'influence notamment. Alors, maintenant, c'est vrai que, comme vice-président de la NDRH, à ce jour, quand on regarde la campagne électorale, on voit bien que des sujets assez fondamentaux pour les gens, quand même, qui sont la transformation du travail, le rapport employeur-employé, la législation sociale, tous ces éléments-là. Pas dans la campagne. Ou alors j'ai mal entendu, ou personne n'en parle. Or que ça, on sait que le travail structure la société, ça a toujours été comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors là, ils sont tous agités sur des sujets qui... Nous, les entreprises, ces sujets-là, on les a pour une grande partie réglés depuis longtemps. On va parler du dialogue social. Donc pour aller au bout de cet échange, vous dites finalement qu'il y a une déphase. Que finalement, ce que les candidats racontent aux Français ne correspond plus vraiment aux réalités que vous nous décrivez dans l'entreprise. Ça, ce sera un débat politique dans lequel je ne veux pas rentrer, mais j'imagine que quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République, il a la vocation à imaginer, à projeter la société de demain. Or, le travail et son évolution qu'on vit aujourd'hui à cause de cette pandémie
il structure quand même la société de demain. Donc Bien ce sûr. serait étonnant qu'on n'en parle pas plus, quoi. Ou qu'on en parle uniquement en disant on va baisser les charges, on va augmenter les charges, il y a d'autres problèmes beaucoup plus fondamentaux que ça quand même. Ou augmenter de 10% les salaires. Voilà, il y a quand même des problèmes, ou des Avec plus structurant. idées à avoir qui sont beaucoup plus importantes, parce que sinon, et le risque que vous pointez est juste, on risquerait demain d'avoir un environnement juridique ou législatif du travail totalement décalé avec la réalité du travail telle que les gens la vivent ou telle que les gens veulent le vivre. C'est le risque. C'est ça le problème. Donc peut-être que quand la campagne va vraiment démarrer, on aura des débats sur le sujet. Quand elle On verra. va démarrer, peut-être en janvier, il faut attendre. Ouais, on Laissons verra. passer les fêtes de Noël et on vous réinvite. Le dialogue social, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Dans cet article qualité de vie et travail de qualité dans entreprise et carrière, vous dites d'abord pour le télétravail, pas besoin de signer à chaque fois des accords. On peut faire des chartes. On peut, Il y a moyen de faire des chartes. On a beaucoup parlé de ces accords. La NDRH en a parlé. Il en est où ce dialogue social? Parce qu'on a l'impression comme ça que c'est réservé à un cénacle d'espère. Les Français voient ça d'un peu loin. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il a encore son utilité. Il est nécessaire ce dialogue social? Alors je dirais qu'il est indispensable au plus près du terrain. On a tous vécu ça pendant la pandémie, c'est-à-dire que le dialogue social sur le terrain, dans l'entreprise, Dans l'entreprise, oui. il était d'une richesse, d'une intensité incroyable. Sinon, on n'aurait pas réussi à faire tout ce qu'on a fait, probablement. En revanche, c'est vrai que le dialogue social au niveau national, C'est de la politique. par moment, il semble un peu déconnecté. D'ailleurs, j'ai noté dans l'extrait que vous avez mis de l'interview de la ministre du Travail qu'elle fait appel, elle fait référence au dialogue social de terrain, mais ça, c'est une pragmatique. vieille ancienne, ça. Mais c'est bien. Mais oui, mais alors, je ferai crédit à ce gouvernement que ce ne soit pas qu'une vieille ancienne, puisque les ordonnances de 2017, dans ce travail, elles ont organisé ça. Elles l'ont reconnu en disant l'entreprise par accord. Donc peut-être qu'il faut aller plus loin d'ailleurs. C'est peut-être imaginer de donner des avantages X ou Y à des entreprises qui font l'effort d'aller chercher un accord majoritaire avec les partenaires sociaux. C'est comme ça qu'on enrichira le dialogue social. Sur le télétravail, c'est vrai qu'on peut le faire par charte pour le moment. On n'est pas obligé de passer par le dialogue social. Non, mais C'est mieux de le faire, mais c'est pas obligatoire. On l'a peu entendu. Mais ça, on peut le faire pour les deux. C'est très bien, mais je pense que c'est important de regarder en disant les entreprises qui font l'effort d'aller chercher un accord majoritaire avec la représentation du personnel ne peuvent pas être traitées strictement de la même manière que celles qui ne font pas cet effort. C'est peut-être ça, Un bonus une malus évolution, du voilà, une sorte de dialogue social. bonus-malus du dialogue social, exactement. Ouais, c'est très intéressant. Il nous reste 5 minutes, mais 2022, ça sera quoi? Parce qu'on a évoqué l'année hybride comme un élément irrémédiable de la façon des organisations. L'année 2022, c'est quoi? C'est l'année des augmentations de salaire? C'est l'année de l'inflation? Parce qu'on est dedans. Alors, c'est vrai qu'au-delà de changer de modèle du travail, il semblerait qu'on est en train de voir évoluer quelques invariants économiques qu'on avait depuis des années, c'est-à-dire une inflation basse. Très basse, ouais. Et très basse. Je crois aussi que 2022 et les suivantes, on le voit sur le débat sur les salaires, va assez rapidement poser la question du partage de la valeur à redéfinir entre salariés, actionnaires. J'ai vu que Jouve, Monsieur Jouve, qui est déjà venu plusieurs fois chez vous, Absolument. avait Thibault Langsade. imaginé la solution du groupe Jouve, donc Thibault Langsade, la solution du dividende salarié. Je trouve que c'est très une bonne idée, intéressant comme idée. Donc je pense que ce sujet-là, il va apparaître. Mais Et on le voit parce que l'inflation vient monter, donc la pression sur le salaire. Et en plus, vous savez qu'il y a des zones où on n'arrive pas à recruter, tout simplement parce que les salaires sont trop bas. Mais ne jouer que sur les salaires, ce serait une erreur, parce que vous avez des entreprises aujourd'hui qui sont dans une situation de trésorerie qui sont quand même assez complexes. En revanche, le partage de la valeur créée, c'est sans doute un sujet qu'il va falloir adresser. est-ce que les DRH, parce que vous êtes le DRH de L'Oréal, je ne sais pas si vous avez vous-même cette pression, parce qu'il y a des rounds de négociation de salaire, mais est-ce que vos collègues DRH, qui sont 5000, me semble-t-il, un peu plus de 5000 maintenant, ça progresse, est-ce qu'ils sont sous pression en matière salariale? Il y a des salariés qui leur disent il faut ouvrir des négos, on ne s'en sort pas. De toute façon, les négociations, on doit les ouvrir, c'est ce qu'on appelle la négociation annuelle obligatoire. C'est en ce moment, C'est selon le les rang, entreprises, c'est fini ou ça commence. Non mais un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire... C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une forme de pression supplémentaire, un lié à l'inflation, deux lié aux déclarations des pouvoirs publics quand même, notamment Bruno Le Maire au moment des journées du MEDEF, où il a quand même annoncé les salaires. Enfin, ça a Et déplu trois- quand même beaucoup au patron du MEDEF. On a dit que c'était c'est pas- jamais très malin en fait quand ils viennent se mêler de ce genre de choses. Et puis le troisième élément, c'est qu'effectivement dans certains secteurs, je crois que Elisabeth Borne l'a rappelé, vous avez des conventions collectives qui prévoient des salaires minimums inférieurs au SMIC. Tout à fait. Il ne faut pas s'étonner que ces secteurs aient du mal à recruter, donc ça c'est un point. Et puis le dernier point, c'est, je crois, une attente assez forte de la part des salariés d'une certaine forme de reconnaissance, de tenir la barre malgré tout depuis 2 ans. Donc cet ensemble-là, ça fait un cocktail qui ne met pas forcément une pression juste sur les salaires, mais qui met une pression justement sur
la rentabilité individuelle du travail, je dirais. Donc on voit que certaines entreprises ont annoncé de renégociation des contrats d'intéressement, celles qui n'en ont pas. Aujourd'hui, vous avez 49% des salariés à peu près, je crois, qui ont accès à l'intéressement, à la participation. C'est pas beaucoup. Non. Peut-être que là, les pouvoirs publics, on est d'ailleurs prêt à la NDRH travailler avec eux, pourraient imaginer des solutions pour que des PME puissent offrir ça à leurs collaborateurs. C'est une manière intelligente de répartir la valeur sans mettre de la pression immédiate sur les salaires. C'est assez bien vu. Donc oui, le sujet en ce moment, il est un peu partout. Si vous le cumulez avec la prime d'inflation, avec ceci, avec cela, qui va arriver. Voilà, qui arrive en ce moment, c'est vrai qu'on a un tout petit peu de mal à s'y retrouver. Et donc, il faut éviter les interventions centrales. Ça, c'est votre... Et privilégier la négociation sur le terrain. Ça, on regarde la réalité. NDRH. Non, mais c'est très important parce qu'on voit bien que lorsqu'on était au cœur de la crise, il n'y avait que ça à faire, c'est-à-dire trouver des solutions sur le terrain. On les a trouvées. Les DRH les ont trouvés, donc ils savent faire. Donc je pense que c'est pas mal de travailler comme ça. Avant de nous quitter, le plan senior, parce que vous l'aviez évoqué, c'est un sujet qui aussi tient à cœur l'Association nationale des DRH. On parle beaucoup des jeunes, on en a parlé aujourd'hui dans un jeune, une solution. Ça cartonne, ça marche, l'alternance, ça a fonctionné, plus de 530 000 alternants et contrats signés. Sur les seniors, c'est toujours plus compliqué. Et vous portez ce sujet à la NDRH. Nous, on le porte depuis déjà 3 ans. Donc, en fait, on le porte, ça date de l'annonce de la réforme de retraite par le président de la République. Et depuis, alors, on a fait quelques progrès depuis. D'une part, la ministre du Travail s'est vraiment emparée du sujet, puisqu'elle a dit que les deux sujets devaient être traités concurremment. Et oui, ensemble. Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on demande depuis 3 ans, donc on est content. Je pense que ce serait intéressant de regarder comment on peut imaginer une sorte de plan, un senior, une solution, un peu calqué sur un jeune solution, parce que ça marche pour un jeune solution. Ça pourrait marcher. Alors, c'est vrai que ce qu'il faudra regarder dans quelques mois, c'est si les seniors qui avaient du mal à trouver un emploi bénéficient de la reprise ou pas. Dans laquelle on est, on peut confirmer qu'on est dans une reprise. Il semblerait que ce soit le cas, mais il faut attendre quelques semaines ou quelques mois pour qu'on ait des chiffres objectifs. Mais ça reste un sujet important, parce que comme on le dit depuis le début, c'est pas un sujet économique, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire que si nos seniors demain font des retraités pauvres, alors vous avez une désorganisation profonde de la société qui se met en place. Oui, c'est vrai, au-delà de l'entreprise. Au-delà de l'entreprise. Dans les liens familiaux. C'est pour ça que c'est un sujet. Enfin, moi, je suis toujours très inquiet quand je croise des gens qui ont 57, 58 et qui, malgré leurs efforts, malgré tout ce que vous voulez, ne retrouvent pas d'emploi. D'ailleurs, vous avez noté que dans la réforme de l'assurance chômage, ils sont exclus du système de calcul, et c'est très bien. Mais c'est bien de les protéger par les réformes diverses et variées. Mais il faut leur remettre le pied à l'étrier. Ça, c'est la responsabilité collective de l'entreprise comme des pouvoirs publics, d'ailleurs. Ouais. Ce qui pose quand même la question, et on n'a pas le temps, mais la question de l'employabilité. C'est-à-dire un senior qui quitte une entreprise après 25-30 ans de carrière, mais il faut changer l'ingénieur maison, quoi. Il faut changer la méthode, il faut arrêter de parler de seniors à 45 ans. C'est ça. Il faut décaler ça, il faut les mettre peut-être à... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait décaler 55. Les seniors à 55 pour concentrer les moyens de soutien de l'État notamment, ou de la solidarité nationale, sur une tranche d'âge plus réduite, donc moins de monde. 45-55, on a encore 45 quelques seniors, années. C'est un choc psychologique. Je pense qu'il faut mettre fin, il faut arrêter de parler de ça. Même le mot senior, d'ailleurs. Oui, je pense qu'il faut arrêter de parler de ça. Bon, pour le moment, alors comme il n'y aura pas de réforme des retraites avant quelques mois, on verra, mais en attendant, le senior qui aujourd'hui ne trouve pas de boulot, lui, réforme des retraites ou pas, il ne trouve pas de boulot. Donc il faut essayer d'agir aussi fortement que les pouvoirs publics l'ont fait sur les jeunes. Merci Benoît Serre d'être venu nous rendre visite, d'avoir pris un peu de temps sur votre emploi du temps chargé, DRH de L'Oréal France, vice-président délégué de l'Association nationale des DRH, qui a changé son logo d'ailleurs. Vous avez retoiletté le design et le look. Moderniser tout ça. Exactement, ça bouge à la NDRH. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis, lisez ces articles, LinkedIn ou autres, entreprises et carrières, qui sont des articles souvent très subtils. Merci, c'est un vrai plaisir. Pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, évidemment, on s'intéresse justement aux artistes. Mais ces artistes, vous savez, qui n'ont pas les bons contacts, qui ne peuvent pas accéder aux bonnes écoles. Vous allez les voir, Ogilvy leur donne leur chance. Fenêtre sur l'emploi. Comment faire quand on est un artiste talentueux et que l'on cherche des débouchés à sa vie? C'est pas toujours simple, et on en parle justement avec Emmanuel Ferry. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes président d'Ogilvy, qui est une agence publicitaire. Agence de publicité. De publicité. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de lancer un concours pour ces artistes justement qui sont talentueux, qui ont très envie, mais qui n'arrivent pas à trouver le débouché. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous. Hors concours, ça s'appelle hors concours? Hors circuit. Hors circuit. Vous lancez hors circuit avec d'autres acteurs. Il y a un jury, on est Exactement. Bien d'accord. Pourquoi cette idée? Pourquoi avoir tendu la main à ces artistes qui, entre guillemets, galéraient?
Alors, le constat est simple. Et d'abord, je tiens à dire qu'il est né d'une initiative interne. C'est-à-dire que ce n'est pas deux présidents dans leur fauteuil qui se sont dit, tiens, si on lançait un concours. C'est parti d'en bas. C'est parti de l'agence, effectivement, des comités, ce qu'on appelle diversité et inclusion chez nous, et dont le but est de sortir chaque année une initiative, ce qu'on appelle en anglais nos giant baby steps, c'est-à-dire faire des petites choses, mais qui marchent. Et donc, le constat, on le sait, c'est qu'il y a quand même dans un métier qui est censé représenter la France, représenter toutes les cultures présentes sur notre territoire. On a un métier qui est très monolithique, très peu diverse. Monocouleur. Monocouleur aussi, mono-études. Et l'idée, c'était de se dire comment est-ce que nous, Ogilvy, on peut, à travers notre travail au quotidien, tendre la main vers justement ces artistes et tous ces talents, en fait, qui ne pensent même pas à venir travailler dans notre monde, qui est le monde de la publicité. Vous nous dites que ces artistes qui ont des qualités, ils sont graphistes, ils sont peintres, qu'importe, n'osent pas envoyer un CV ou même leur plaquette à des grandes agences comme la vôtre parce qu'ils se disent de toute façon j'ai aucune chance. Exactement. Et c'est ça part de ce principe. Et c'est ça qui est absolument dramatique, c'est que et on l'a constaté d'ailleurs quand on a lancé l'appel à candidature. Au démarrage, donc on lance un appel à candidature de manière un peu naïve, je dois dire, sur nos réseaux sociaux, en se disant bon il suffit de s'appeler Ogilvy, de lancer un appel à candidature pour voir et pouf, pleuvoir les candidatures. Eh ben non, en fait. Non, parce que les barrières sont dans les têtes et c'est ça qui est très vertigineux dans notre monde, c'est de se dire qu'il y a des fractures invisibles et que, en fait, on n'arrive plus à réconcilier des parties de la population. Et donc, on a dû faire appel à des influenceurs, à des médias qui étaient plus spécialisés dans le fait d'aller toucher ces gens-là. Et à partir du moment où on a commencé à travailler dans leur écosystème et pas dans le nôtre, à ce moment-là, effectivement, on a eu des candidatures. Donc avec l'agence Nouvelle Cour notamment. Alors, avec l'agence Nouvelle Cour, très impliquée sur très impliquée, qui fait un travail incroyable. Donc, à partir, eux, de la Seine-Saint-Denis, avec qui on travaille maintenant depuis 2-3 ans, et qui nous a effectivement aidés à travailler sur le sujet. Le prix a eu lieu, hein, donc il y a eu évidemment... Combien de candidats, combien d'artistes? Alors, il y a eu une 30 dossiers qui ont été envoyés. Alors, au départ... Toujours dans cette logique de faire petit mais très bien, on a cantonné notre concours à l'Île-de-France en se disant c'est proche de nous. Alors l'année prochaine, on étendra. On élargit. Voilà, mais donc 30 candidatures de l'Île-de-France. Et parmi ces 30 candidatures, on a sélectionné 5 gagnants et une grande gagnante. C'est intéressant parce que le thème, c'était se retrouver. Alors vous l'avez évidemment pensé dans le cadre de la crise Covid, où tout le monde a été séparé dans ses appartements. C'était l'idée évidemment du rassemblement. Elle s'appelle, alors le prix a été remis il y a quelques semaines maintenant, et la gagnante, parmi les 5, elle s'appelle Mélanie Guilloury. Pourquoi vous l'avez choisie? On va voir son œuvre. Alors, pourquoi elle a été choisie? Comment ça s'est passé? Alors d'abord, elle a été choisie pas que par nous, elle a été choisie par nous. Il y avait Isabelle de Nouvellecourt et puis aussi un jury d'artistes et de personnes spécialisées dans ces questions de diversité. La première raison, c'est de l'art. Donc la première raison, c'est qu'elle l'a touché et elle a fait l'unanimité. Ça a été quelque chose d'émotionnel. Donc il y avait une lettre, il y avait une sorte de lettre de motivation, il y avait son œuvre et puis surtout il y avait toute son œuvre, pas seulement celle qu'a gagnée, mais tout son Instagram qu'on a été voir. Et ça a touché. Voilà, première chose, c'est effectivement son œuvre a touché. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu aussi cette sensibilité à exécuter un brief, puisque notre monde, qui est le monde des agences... C'est ça la pub, hein, c'est ça la pub, c'est travailler sous contrainte, c'est de l'art, la rencontre de l'art et du business, on peut dire. Et de la rapidité, parfois. Et de la rapidité. Et donc aussi, c'est vrai que donc, son nom d'artiste, qui est Studio Fulmine... Studio Fulmine, j'allais le citer. Elle vient de Thiers, hein, dans le 94. Exactement, donc dans le Val-de-Marne. Et donc, Studio Fulmine, effectivement, on sent qu'il y a un vrai potentiel. Mais derrière elle, on a vu vraiment des choses incroyables, des gens pleins de talent, parfois qui n'ont pas été dans les 5, mais qui ont été retenus par des gens de l'agence qui se sont dit « Ah, peut-être qu'un tel ou un tel, je ferai appel à lui demain ». Ça veut dire que Mélanie, là, de Studio Fulmine, qui a créé sa marque, sa petite agence, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir travailler avec vous? Comment ça se passe? Parce que l'intérêt, c'est d'avoir aussi une passerelle. Exactement. Et vous lui dites, voilà, à toi de jouer. Alors, exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est très concrètement, au démarrage, on va l'aider dans toute
sa démarche d'artiste. Donc, si elle a des choses un peu plus techniques, juridiques, de contrats, etc., on va Le volet entreprise. tout le volet entreprise, on va l'aider. Et puis, nous, on va lui donner du travail. Ça commence très simplement par d'abord notre carte de vœux, donc là, sur lequel elle bosse d'ores et déjà. Et puis, derrière ça, on va la faire connaître à nos clients. On va la proposer dans le cadre de travaux qu'on aura à faire. Et dès que son style, sa patte et son talent seront en adéquation avec ce qu'on cherche, et ben on la mettra en avant. Emmanuel Ferry, ce prix qui est évidemment très intéressant pour ces jeunes, vous aviez, vous, l'habitude de vous ouvrir justement, sans ce prix, est-ce que vous seriez ouvert à ce type de profil ? Alors, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, on cherche. On a ses habitudes. Exactement. Alors, d'abord, on cherche toujours, parce qu'on est quand même, on est censé, entre guillemets, toujours aller chercher à être à l'affût de la nouveauté. Mais ce qui est vrai, c'est que la nouveauté est quand même organisée. Et on est passé d'un métier qui était un métier un peu de saltimbanque, très ouvert sur l'extérieur. Fini ça. C'est complètement fini. Maintenant, il y a des écoles. Avec les écoles, il y a tout un process de sélection qui, naturellement, exclut des gens qui ont un talent naturel et dont ils se mettent une nouvelle fois des barrières en se disant c'est pas pour moi. Et il faut le dire aussi, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens exactement, de payer cette école. Souvent onéreuses. Exactement, et c'est très juste. Et c'est là où en fait on se rend compte que globalement cette fracture, elle est très insidieuse. Donc l'idée c'est de casser ça et puis de faire travailler Studio Fulmine au-delà de l'agence. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on serait ravis que par l'intermédiaire d'Ogilvy, tous nos confrères et néanmoins compétiteurs fassent appel à elle demain et qu'elle devienne l'artiste qu'elle est en germe. Avant de nous quitter, Emmanuel, ça a fait quoi dans l'entreprise, ce hors-circuit? Ça a resserré les liens? Qu'est-ce que ça a apporté en interne? Alors d'abord, c'est magnifique de voir que, une nouvelle fois, je le dis, ça vient de l'interne. Et donc du coup, c'est vrai que ça... c'est émouvant pour vous de voir les salariés, les collaborateurs. C'est beau de voir l'esprit de collaboration se mettre en œuvre et porter ces projets et faire en sorte, nous, notre seul devoir, c'est de faire en sorte que ça vive pour que d'autres projets naissent et qu'on étende ceux qui marchent. Et c'est vrai que aujourd'hui, recruter, c'est attirer des talents qui se ressemblent et on espère faire un peu, grâce à ces initiatives et grâce aux gens d'Ogilvy, une entreprise un peu plus belle et tous les jours qui attire et plus inclusive. Et plus inclusive, évidemment. Un big up, comme on dit chez les jeunes, à Mélanie Gilouri. On dit Gilouri? Oui, tout à fait. Gilouri. Studio Fulmine, hashtag. Allez voir son Instagram. Il y a un Instagram qui est très très riche. D'ailleurs, Italo Disco, c'est le nom de l'œuvre qui a attiré votre attention et qui a fait qu'elle a gagné. Elle est passée où, cette œuvre? Elle est où? Vous l'avez affichée dans votre bureau? Alors, on l'a sélectionnée. Il y avait des œuvres effectivement affichées, mais oui, on va l'afficher en grand dans les locaux. Merci Emmanuel Ferry de nous avoir rendu visite. Merci à vous de nous avoir invités. Hors circuit, première édition, vous en faites une deuxième, on aura compris. Ça, c'est sûr. Elle est prévue sur un autre thème, j'en suis sûr. Exactement. Avec des artistes, il faut qu'ils viennent nombreux. Cette fois-ci, vous allez élargir le spectre. Merci d'être venu nous avoir rendu visite. Président d'Ogilvy, vrai plaisir d'avoir partagé cette émission avec vous. Et évidemment, je remercie Alice Pitavi à la réalisation. Merci Amanda au son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment, et Margot Ruot qui m'accompagne dans cette belle aventure. Je serai là demain. Bye bye.